Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité et permettez-moi de vous souhaiter une très belle et très bonne année. À l'ordre du jour de cette semaine, une question, la paix peut-elle progresser en 2010 ? 2010 est ouverte par la traditionnelle journée mondiale pour la paix. 2010 est aussi l'année où s'achève la décennie pour la promotion de la culture de la non-violence, promue par l'ONU. Et pourtant, violence, terrorisme et conflits ne cessent d'occuper plus que jamais cette scène et ces premiers plans de la scène internationale. Alors face au terrorisme, les réponses, les moyens sont-ils pertinents ? De l'Iran au Yémen, en passant par Gaza, la poudrière du Moyen-Orient, recèle-t-elle la clé principale de la paix et laquelle ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien La Croix. Alors avant de vous laisser la parole, je vous propose une petite introduction en images. Il s'agit des propos tenus par Benoît XVI lors de l'Angélus du 1er janvier. Et il parle bien entendu de cette question de la paix dans le monde. On regarde et on l'écoute. Après la messe célébrée à la basilique Saint-Pierre en la solennité de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, et à l'occasion de la 43e journée mondiale de la paix, Benoît XVI a récité l'Angélus de la fenêtre de son bureau. Devant les groupes de pèlerins venus de toutes les parties du monde, il a évoqué le thème de son message pour la journée mondiale de la paix, souhaitant qu'en cette nouvelle année, nous puissions, avec l'aide de Dieu, rendre le monde meilleur. Et il a ajouté: s'il nous faut prendre soin des créatures qui nous entourent, quelle attention devrons-nous porter aux personnes, nos frères et sœurs? Quel respect pour la vie humaine? En ce premier jour de l'année, je voudrais lancer un appel à la conscience de ceux qui appartiennent à des groupes armés, quels qu'ils soient. À tous et à chacun je dis: arrêtez, réfléchissez et abandonnez la voie de la violence. Au premier abord, ce pas vous semblera impossible. Mais si vous avez le courage de le faire, Dieu vous aidera et vous éprouverez à nouveau dans vos cœurs la joie de la paix que vous aviez oubliée depuis longtemps. Alors Jean-Pierre Denis, quand on écoute Benoît XVI, mais quand on voit la situation internationale avec tous ces conflits, ce terrorisme, on est en droit de se demander si on peut être optimiste. Vous vous souvenez de ce qu'écrivait Bernanos dans le journal d'un curé de campagne. Le plus grand des péchés, le plus grave péché, c'est le péché contre l'espérance. Moi, c'est ce que j'ai envie de me dire quand j'entends une déclaration comme celle de Benoît XVI. On peut commencer par la prendre avec le sourire en disant « bon, d'accord, ça ne mange pas de pain, tout ça ». Et en même temps, c'est bien que ce soit dit là, à ce moment-là de l'année. Et évidemment, on ne verra pas la fin des conflits, de tous les conflits. Je crois que la violence, elle est dans la nature de l'homme. Et la guérison de la violence, eh bien, c'est peut-être ce que les religions, les leaders spirituels peuvent apporter. Donc, il me semble que le pape joue son rôle. Alors, le pape joue son rôle comme il l'avait joué l'an passé, parce que je rappelle l'an passé, puisque dans les jours et les semaines qui avaient suivi, il y avait eu cette fameuse opération plomb durci à Gaza. Donc, est-ce que ça veut dire que de toute façon, il y a une certaine forme de fatalité face à cette violence ? Fatalité, non, je crois pas, parce que actuellement, on est dans un moment où les guerres ne sont pas si nombreuses. Finalement, on a connu des périodes bien pires, bien plus dures. Il y a une zone géographique assez vaste qui va de la Méditerranée jusqu'à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, où la situation reste extrêmement tendue, extrêmement dangereuse. Mais sinon, dans le reste du monde, il y a peu de situations de conflits, en tout cas de conflits entre États, interétatiques. Il y a des situations de guerre civile qui sont terribles, comme par exemple en Colombie ou bien en Somalie. Mais il y a peu de conflits entre des États. Et même, par exemple, si on prend un cas récent comme celui du conflit entre la Géorgie et la Russie, il y a eu récemment un mouvement de détente, réouverture de frontières. On a le sentiment qu'au moins la situation est stabilisée. Alors, la grande zone d'inquiétude, c'est le Proche et le Moyen-Orient. Et ce qu'on peut craindre à brève échéance, par exemple, ce sont des frappes américaines sur le Yémen. Et ce ne sera pas une bonne nouvelle, évidemment. Alors, il y a toute cette région qui est citée, bien entendu, par Guillaume Goubert, qui donne l'impression d'être l'immense poudrière de la planète, qui va en effet de l'Iran à la Somalie, au Soudan, en passant notamment, bien entendu, par Israël et la Palestine. Quel est le point qui vous paraît le plus inquiétant,
le plus chaud et le plus inextricable dans toute cette région explosive? Et justement, si vous me permettez, il y a la question de cette région qui est constamment une région en ébullition plus ou moins forte, mais il y a aussi ce que disait Guillaume et qui me semble très important, c'est le fait que les États aujourd'hui sont plutôt moins en conflit qu'ils ne l'étaient autrefois. Et d'une certaine façon, il me semble que c'est ça qui est source d'inquiétude aujourd'hui et d'angoisse. Au fond, autrefois, on avait des conflits classiques parfois extrêmement violents, évidemment, des guerres extrêmement meurtrières, et aujourd'hui, ce qui inquiète probablement les opinions publiques et qui rend le terrain politique aussi extrêmement mouvant, c'est qu'on assiste à une forme de dissémination de la violence. On l'a vu à travers cette tentative d'attentat dans un avion qui se rendait aux États-Unis. On voit bien qu'il y a la prolifération nucléaire et la difficulté de contrôler ce trafic d'armes nucléaires. Donc cette dissémination de la violence et qui rend les choses d'autant plus difficilement contrôlables que le pouvoir des gendarmes de la planète, et en l'occurrence évidemment les États-Unis, s'est réduit à peut-être finalement pas grand-chose, puisque quand ils tapent du poing sur la table, il ne se passe rien, et des pays, 10 pays voyous, peuvent continuer à poursuivre leur programme nucléaire. Donc c'est cette forme nouvelle de conflit ou de violence qui est très difficile à réguler, et on voit que la réponse des États, qui est une réponse d'ordre sécuritaire, plus de contrôle dans les aéroports, est complètement en décalage par rapport aux problèmes qui se posent, et on n'arrive pas finalement à réguler cette violence terroriste. Vous partagez ces points de vue, Guillaume Gobert, c'est-à-dire qu'on est face au terrorisme qui est une forme de violence naturellement importante et qui est d'autant plus importante qu'elle est assez compliquée et inextricable à résoudre? Oui, bien sûr. Je pense que j'approuve ce que vient de dire Jean-Pierre, mais il y a un point quand même, c'est que chaque fois qu'une situation se détend entre deux puissances étatiques, c'est quand même une bonne nouvelle, même si la violence réapparaît sous une autre forme à côté. Je veux dire que la situation se détende, comme on l'espère toujours, entre l'Inde et le Pakistan, ce sera quand même un grand progrès pour la stabilité du monde, car c'est vraiment une des zones les plus dangereuses. Mais aussitôt, j'ajoute qu'effectivement, une des choses les plus inquiétantes aujourd'hui, quand on regarde la planète, c'est la situation au Pakistan, où il y a une collection. J'allais dire, ça se détend entre l'Inde et le Pakistan, mais au Pakistan, il y a l'arme nucléaire et il y a du terrorisme. Voilà, donc effectivement, les problèmes se déplacent, mais malgré tout, le fait qu'il y ait une détente entre les puissances étatiques, c'est quand même préférable. Voilà, c'est juste le point que je voulais souligner. Alors, le terrorisme, il est quand même frappant que ce qui s'est passé, ou ce qui a failli se passer plutôt, entre Amsterdam et Détroit il y a quelques jours, ça faisait quand même très longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc ça veut quand même dire que la menace terroriste, elle est relativement sous contrôle. Elle est quoi? Elle est réduite mais n'a pas disparu? Voilà, bien sûr. Et elle peut réapparaître à tout moment, avec toujours cet effet, comme on dit en finance, cet effet de levier considérable qui fait qu'un seul acte peut provoquer une crise internationale très importante. Puisque là, par exemple, la mesure de rétorsion américaine à cette tentative d'attentat va sans doute, probablement, peut-être, prendre la forme de frappes aériennes sur le Yémen, qui est un pays très instable, un pays magnifique, mais un pays très instable où, semble-t-il, des bases terroristes se sont reconstituées. Mais en est-on si sûr? Est-ce que c'est pas juste une manière, comme un peu avait fait la France il y a quelques années au Liban, enfin il y a quelques décennies maintenant, en allant frapper une bergerie vide au Liban pour bien marquer qu'on n'allait pas se laisser marcher sur les pieds? Bon, tout ça n'est pas réjouissant, c'est évident. Mais il me semble qu'on a connu des périodes plus angoissantes que ce début d'année 2010. Jean-Pierre Denis, aujourd'hui, procéder à des fouilles corporelles sur les passagers qui vont prendre des avions et nommer des pays suspects, un certain nombre de pays, la France le fait avec 7 pays suspects, les États-Unis avec 14 pays, est-ce que ça vous paraît inquiétant pour les droits de l'homme ou est-ce que c'est le prix à payer pour lutter contre le terrorisme? Je crois ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je pense que ce sont surtout des mesures politiques destinées à rassurer les opinions publiques, et les experts, dont je ne suis pas, mais quand on les entend, ils sont assez catégoriques, ils disent que ce n'est pas comme ça qu'on va empêcher, puisqu'on va mettre des mesures de plus en plus contraignantes, et finalement, d'ailleurs la preuve dans cette affaire, la source même de l'information n'avait pas été prise au sérieux, et donc c'est plutôt sur le renseignement et sur l'information qualitative en amont qu'il y a une véritable prévention du terrorisme. D'après les experts, donc ces mesures dans les aéroports ne servent peut-être pas à grand-chose, en tout cas ce n'est pas là que ça va se jouer, mais par contre pour l'opinion publique c'est extrêmement important.
En termes de droits de l'homme, évidemment, on peut se poser la question de savoir si c'est très bien de mettre les gens complètement à nu. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit un enjeu de droits de l'homme absolument fondamental. Ou aussi de pointer sur un Algérien parce qu'il est Algérien, un Afghan parce qu'il est Afghan. C'est ce que fait discrètement le renseignement et c'est ce qui est politiquement incorrect et donc problématique. Guillaume Goubert, il y avait eu l'histoire de Guantanamo. On sait qu'il y avait eu une accusation vérifiée, avérée, de dérive en matière de droits de l'homme pratiquée par les militaires américains. Est-ce que vous craignez que, encore une fois, au nom de la lutte contre le terrorisme, ce genre de dérive se reproduise même sous le mandat d'Obama? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est même quelque chose moi qui m'est resté fortement à l'esprit, c'est comment une société comme la société américaine a pu finalement, je ne sais pas quel est le bon mot, s'accommoder, accepter pendant des années une situation comme celle de Guantanamo, qui alors là pour le coup était véritablement quelque chose d'extrêmement choquant au regard des critères du droit, des droits de l'homme, et qui sans doute a des effets, comment dire, des dommages collatéraux considérables, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de détenus de Guantanamo qui sont déjà retournés ou qui sont peut-être allés maintenant dans les circuits terroristes parce qu'ils ont un compte à régler après avoir vécu ce qu'ils ont vécu à Guantanamo. Malheureusement, encore une fois, je me répète, mais si Barack Obama prend la décision de frappe aérienne au Yémen, ça montrera qu'on est toujours dans cette même logique de taper très très fort, simplement pour impressionner l'opinion publique. Et je crains qu'on ne l'évite pas. Je ne sais pas si Barack Obama est dans une impasse, mais en tout cas, il est dans une situation extrêmement délicate, parce que d'une certaine façon, il est plus ou moins poussé à reproduire une politique qu'il a réprouvée, qui était la politique de George Bush, à travers ses frappes, à travers la question de Guantanamo. Et on voit bien qu'il est très très difficile de sortir de cette ornière dans laquelle les États-Unis se sont enfoncés en reniant leurs propres principes, puisqu'ils ont à l'époque légitimé la torture, ce qui était quand même une contradiction totale avec les principes fondateurs, on peut dire, de la démocratie américaine. Donc il est très difficile de sortir de cette ornière, et c'est d'autant plus difficile que quand Obama a tenté de faire le contraire, c'est-à-dire d'arriver avec un large sourire et de tendre la main à ses ennemis, aux ennemis de ses prédécesseurs, et notamment à l'Iran, notamment à la Russie, il n'a obtenu que des ricanements, des réponses polies, bref, pas grand-chose. Donc cette stratégie de la main tendue n'a pas donné de résultats. Alors peut-être que c'est trop tôt d'ailleurs pour qu'elle donne des résultats, mais on voit bien que c'est là qu'on voit bien que la force de persuasion des États-Unis a peut-être pas disparu, mais a grandement diminué, justement à cause de l'échec de la politique étrangère de George Bush. Et Obama n'arrive pas à se sortir de ce mauvais pas et n'arrive pas à trouver une doctrine. Guillaume. Il va y avoir un test très très important qui est celui, vous parliez de Gaza tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que la situation va un tant soit peu bouger entre Israël et l'autorité palestinienne et disons les pouvoirs palestiniens, parce qu'aujourd'hui il y a la grande question de la scission entre la Cisjordanie qui est disons gérée par le Fatah et Gaza qui est gérée par le Hamas. Est-ce que les États-Unis vont réussir à faire bouger un tant soit peu cette situation? Ça va être pour Barack Obama un test très très important, un test à la fois de politique intérieure, parce que c'est pas évident pour un président démocrate de forcer un peu la main aux Israéliens. Et deuxièmement, c'est évidemment un grand test dans ses relations avec la région et plus largement avec le monde musulman. Et honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas lieu d'être extrêmement optimiste parce que Washington a adopté un ton nettement plus dur que sous le mandat précédent, avec des condamnations répétées de la colonisation juive de la Cisjordanie et de Jérusalem en particulier. Mais il n'y a aucune mesure de rétorsion pour le moment qui a été prise, comme avait pu le faire George Bush père à l'époque du gouvernement Shamir dans les années 90. Donc là, il y a un vrai grand test avec des enjeux qui sont extrêmement grave, parce qu'on arrive à un moment où on est assez conscient qu'il n'y a pas d'État palestinien viable donc, dans la situation actuelle. Donc on peut toujours dire qu'on va créer un État palestinien, ça ne voudra pas dire grand-chose. Donc il y a vraiment des décisions lourdes à prendre. Et s'il n'y a pas une pression américaine absolument considérable sur Israël, il ne va rien se passer, la situation va continuer à se dégrader et ça va rester cet abcès qui pèse extrêmement lourd sur toutes les relations internationales. Alors Jean-Pierre Denis, justement, le conflit israélo-palestinien dure depuis plus de 60 ans en quelque sorte.
Est-ce que c'est là vraiment le noyau dur, tel que le décrit un peu Guillaume, le noyau dur de toute cette poudrière du Moyen-Orient, qui est aussi aujourd'hui la principale poudrière du monde? Et comment en sortir? Parce qu'en effet, aujourd'hui, on a l'impression que les choses n'ont fait que s'aggraver depuis plusieurs années. On peut penser qu'un règlement de la question israélo-palestinienne ferait tomber beaucoup d'autres conflits qui sont, je dirais, agités, liés à ce... Voilà. Cela dit, comme c'est une hypothèse d'école, puisque ce règlement... Al-Qaïda se réclame de ce qui se passe à Jérusalem pour mener son combat, par exemple. Oui, en même temps, Al-Qaïda défend une vision, je dirais, mondiale du djihad qui, au fond, est quand même très, très différente du point de vue, évidemment, des Palestiniens. Mais je dirais que parce que, précisément, ce conflit a peu de chances de trouver une solution à vue humaine, en tout cas, dans les prochaines années, il me semble que ce n'est pas vraiment là que vont se situer les vrais enjeux. Je crois que le vrai enjeu se situe davantage en Iran et au Pakistan, comme on l'a dit. Là où il y a l'arme nucléaire, ou la menace d'armes nucléaires. Avec cette menace nucléaire et cette menace terroriste, notamment au Waziristan, donc des régions qui sont devenues complètement incontrôlables, et un pouvoir politique au Pakistan qui est toujours plus faible et toujours moins assuré de sa ligne politique et de sa stratégie. Guillaume, sur toute cette région que l'on évoque, qui va donc en gros de l'Iran à la Somalie, on constate que la plupart, enfin beaucoup, pas tous, beaucoup de ces pays sont arabes, pas tous, mais un certain nombre. Beaucoup de ces pays, mais pas tous, sont musulmans. Est-ce qu'on peut également craindre que ce fameux thème du choc des civilisations perdure? Oui, oui, on peut le craindre. Et effectivement, la question du dialogue avec l'islam est une question de première importance. Elle l'est évidemment pour les églises chrétiennes, puisque nous sommes sur KTO, mais elle l'est aussi, cette question du dialogue entre le monde occidental, pour ne pas dire le monde chrétien, et le monde musulman, est évidemment un des très grands enjeux des temps à venir. C'est là où, pour faire un petit coup de projecteur du côté de la France, c'est là où ce débat sur l'identité nationale, sur la burqa, etc., a beaucoup d'importance et mérite d'être vraiment soigneusement pesé, réfléchi avant de prendre des décisions qui seront peut-être commodes à très court terme, mais qui peuvent peser lourd à très long terme. Je repose un peu la même question, puisque vous faisiez allusion au fait que pour vous, ce qui était le plus peut-être inquiétant, c'était là où il y avait la menace nucléaire, l'Iran et le Pakistan. Mais il n'empêche que... Oui, en même temps, en vous entendant parler, je pensais à cette petite information, évidemment passée totalement inaperçue, et pourtant, je pense extrêmement significative. En Indonésie, une église attaquée par une foule composée de musulmans. Je dis importante parce que l'Indonésie est le principal pays musulman, au fond, par la démographie, un des tout premiers, et en même temps, un pays qui est réputé promouvoir un islam relativement pacifique. Et en même temps, j'ai envie de rapprocher cet événement d'un autre qui s'est produit à peu près au même moment, qui est au Sri Lanka, où des moines bouddhistes ont également incendié une église chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut admettre qu'il y a un rapport entre violence politique et violence religieuse, et en même temps, ce rapport, il n'est pas celui qu'on veut bien nous décrire d'habitude en termes de clash des civilisations ou en termes de religion comme source de violence. Simplement, la religion ayant une force symbolique énorme, il est évident que dans des conflits politiques, elle est un instrument dont il faut s'emparer pour rajouter de la conflictualité. Donc c'est plutôt ça qui est en jeu à mon avis. Et je pensais à ce film, ce péplum qui est actuellement sur nos écrans, qui décrit l'Égypte des premiers siècles et qui au fond veut nous faire admettre qu'il y avait un monde païen extrêmement tolérant et tout d'un coup le christianisme est arrivé avec son intolérance et finalement une guerre culturelle. Tout ça est tout simplement caricatural et ridicule. Il faut replacer le phénomène religieux dans les conflits géopolitiques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit la clé. Ça serait vraiment une réponse de type idéologique. Et le clash des civilisations, on a fait un atlas des civilisations cet hiver à la vie, et on voit bien que quand même ces clés-là ne fonctionnent pas complètement. Heureusement. Jean-Pierre Denis touche là un point peut-être sensible pour les médias que vous représentez. Et comment, aussi bien La Vie qu'à La Croix, traiter de ces événements qui se passent quand il y a en effet des violences d'origine religieuse, sans être accusé de faire soit des amalgames, soit de généraliser. Autrement dit,
Si je vous comprends bien, les incidents et les événements qui peuvent se passer, il faut les noter, mais il ne faut pas pour autant généraliser. Est-ce qu'on peut éviter de généraliser? Est-ce qu'on peut éviter les amalgames? Bien sûr, en employant un langage aussi clair et aussi simple que celui de Jean-Pierre il y a quelques instants. Je veux dire, je crois que là-dessus, nos deux journaux ont une vision finalement professionnellement, je dirais, assez proche. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rendre compte de ces événements, rendre compte des atteintes à la liberté religieuse. Par exemple, quand il y a eu tout ce débat autour des minarets en Suisse, bon, on a beaucoup par exemple posé la question de la réciprocité, c'est-à-dire pourquoi il y aurait des minarets chez nous s'il ne peut pas y avoir d'églises chrétiennes dans les pays musulmans. Bon, le boulot, notre travail, c'est d'aller dans ces pays-là et d'inventorier un peu ce qui se passe pour finalement constater qu'il y a certes des pays où la situation est très très bloquée et beaucoup de répression du christianisme, par exemple l'Arabie Saoudite, mais qu'il y a beaucoup d'autres pays musulmans où les choses se passent pas si mal que ça, on va dire. Donc il faut toujours faire ce travail de rendre compte de la complexité du monde et de toutes les nuances des situations. Les choses sont rarement noires ou blancs. Il faut rendre compte du gris qui peut être une très belle couleur. Il y a des programmes de réhabilitation spirituelle qui sont organisés notamment en Arabie Saoudite pour permettre à on va les appeler des repentis, des terroristes du djihad qui peuvent éventuellement être quelque sorte réimprégné du vrai Coran, de celui qui en effet n'appelle pas au terrorisme. Est-ce que vous pensez que ça peut être efficace, ces méthodes-là? J'aimerais bien assister à une de ces séances. Je ne comprends pas l'arabe, donc il me faudrait un traducteur, mais ça doit être assez amusant de voir l'Arabie Saoudite, qui n'est quand même pas le pays qui promeut l'islam le plus modéré et le plus tolérant. L'Arabie Saoudite qui a aussi joué avec ce feu-là aujourd'hui, parce qu'évidemment, le régime a pris conscience du fait que le terrorisme était une menace pour lui-même, venir réhabiliter, comme vous le dites, des terroristes repentis. Je veux espérer que c'est efficace. Alors de la même manière qu'on sait que les dirigeants du Yémen ont pu soutenir l'islam radical, de la même manière qu'à certaines époques, tantôt les Américains, tantôt les Russes soutenaient les talibans, est-ce qu'on peut dire que c'est une question avant tout donc politique plus que religieuse dans ces cas-là? Moi, je pense que les facteurs politiques sont supérieurs aux facteurs religieux, certainement. La religion, Jean-Pierre l'a très bien dit, c'est un carburant malheureusement extraordinairement efficace. Mais je veux dire, ce qui allume la machine infernale, c'est rarement la religion. Ça peut arriver, mais c'est très rarement la religion. Derrière, ce sont des enjeux politiques, mais aussi des enjeux sociaux. Je voudrais dire, de ce point de vue-là, que la construction de la paix, c'est aussi quelque chose qui se passe à très très long terme. Le thème du message pour la journée de la paix de Benoît XVI cette année, c'était autour de l'environnement. On a vu l'échec de la conférence de Copenhague. Bâtir vraiment des choses à long terme pour préserver l'environnement, sur la cohésion sociale, etc., sur l'égalité entre nations, etc., c'est certainement un facteur de paix à long terme très très important. Nous passons à notre rubrique Contrepoint. Jean-Pierre Denis, un point d'interrogation, de suspension ou d'exclamation? Tout cela à la fois, au fond. Je pensais à la nouvelle Europe qui commence cette année, avec enfin des institutions qui sont en ordre de marche. Nous, les journalistes, nous avons consacré beaucoup d'articles à expliquer pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi on peinait à trouver des solutions. On voit une nouvelle Europe qui commence, très peu d'articles dans les journaux, il faut dire, pour en parler, très peu aussi de communication de la part de cette Europe pour dire mais finalement nous arrivons à quelque chose laborieusement, imparfaitement, parfois de manière très difficilement compréhensible, mais nous avons progressé et nous avons justement, puisque nous parlions de la paix, un modèle, finalement, un modèle de résolution des conflits, un modèle de négociation entre les États, un modèle plutôt d'ordre confédéral qui marche pesamment, laborieusement, encore une fois, mais qui tout de même nous a fait beaucoup avancer au cours de ces 60 dernières années, et notamment qui est un modèle de paix. Voilà. Donc je trouve que ça mériterait non pas un cocorico, puisqu'il s'agit de l'Europe, mais tout de même d'être souligné, y compris par les dirigeants européens eux-mêmes, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un petit coup de griffe aussi dans ma remarque. Je trouve qu'ils ont tort de ne pas le faire, c'est leur responsabilité de dire oui, l'Europe avance et nous en sommes fiers. Alors, carte blanche en quelque sorte au nouveau président permanent de l'Europe, côté la vie, côté la croix. Paradoxalement, je voudrais saluer la mémoire quelqu'un qui n'était pas favorable à l'Europe, c'est-à-dire Philippe Séguin, qui est mort brutalement. Je pense que c'est un homme qui donnait finalement une assez bonne image de ce que c'est que l'action politique. C'était quelqu'un qui
il avait ce côté de toute façon très truculent, un peu Falstaff, grande gueule, mais c'était aussi quelqu'un qui avait des convictions très fortes, qui savait les exprimer de manière très claire, qui du coup élevait le débat. Et c'est là où je reviens sur la question de l'Europe. C'est vrai que je ne partage personnellement pas du tout les opinions qui étaient celles de Philippe Séguin dans le domaine européen. Ça a été un grand adversaire, notamment du traité de Maastricht, puisqu'il avait été un peu le chef de file de la campagne du non. Il avait eu un débat mémorable avec François Mitterrand sur la question. Mais il avait, dans ce domaine, une capacité à exprimer ses idées, les raisons de son opposition, etc., qui, d'une certaine façon, rendaient service aux partisans de l'Europe parce que ça les obligeait eux-mêmes à faire un effort pour répondre à des arguments aussi bien formulés, aussi bien calibrés. Et ça oblige... Le débat avec lui était intéressant. Et de ce point de vue-là, on aimerait avoir plus de figures comme lui dans la vie politique française. Alors je pense que nous pouvons terminer cette émission avec ce souhait pour l'avenir. Et pour cette année 2010, cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir ou bien entendu réagir en consultant notre site www.ktotv.com. Il me reste à remercier Jean-Pierre et Guillaume d'avoir participé à cette émission de cette semaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end.